Très bien. Donc, ce chapitre intitulé Équilibre acido-basique en solution aqueuse, vous pouvez tout simplement le considérer comme étant le chapitre pH-métrie, c'est-à-dire c'est toutes les définitions qui concernent les solutions aqueuses et des définitions en rapport avec les pH. Donc, la structure du cours, on va distinguer trois grandes parties. Les définitions sur les acides et bases, puis nous verrons ce qui définit le pH des solutions aqueuses, et enfin, une application majeure de la pH-métrie qui est les dosages acido-basiques. Donc tout d'abord, les acides et bases. Vous avez tous la notion d'un acide et d'une base qui sera fixée. Donc nous verrons dans ce premier sous-chapitre les couples acido-basiques de l'eau. On verra les autres couples acido-basiques de l'eau. Et enfin, comment on définit la force d'un acide. Très bien. Donc, la définition d'un acide et d'une base a évolué dans le temps. Il y a d'abord la théorie ou la définition d'Arrhenius, qui est qu'un acide cède un proton et qu'une base cède un OH-. Puis, chimiquement, je répète, ce n'était pas précis. Il y avait des contre-exemples. Donc, il y a eu ensuite la définition de Bronsted et Lowry, qui est la définition que nous utiliserons, que nous retiendrons le plus. Et ensuite, il y a la définition de Lewis, qui est la plus précise et qui définit un acide et une base selon leur électronégativité. Bien, donc, dans la définition de Bronsted, un acide libère des protons et une base capte des protons. Maintenant, vous voyez bien que dans la réaction HA, c'est-à-dire un acide avec son proton, donne A- plus H+, on définit un couple acido-basique. C'est-à-dire, on a HA qui est un acide capable de céder un proton et son couple ou sa base conjuguée A- qui est, elle, capable de capter un proton. Donc, à tout acide correspond sa base conjuguée, et bien sûr vice-versa. Très bien. Maintenant, nous allons définir les couples acido-basiques de l'eau. L'eau en solution subit une légère protolyse, c'est-à-dire que l'eau toute seule, à cause de l'agitation thermique et de ses caractéristiques, il y a des collisions, des tamponnages moléculaires qui vont provoquer son ionisation. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite fraction des molécules d'eau qui va se scinder en donnant H3O+, et HO-. D'accord? Il n'y a pas de difficulté. Donc, lorsque des molécules d'eau sont en contact, une petite partie est transformée en la forme ionique H3O+, et OH-. Maintenant, les définitions concernant l'eau. C'est un solvant très peu ionisé. C'est-à-dire qu'à 25 degrés Celsius, on n'aura que 1,10-7 molaire de H3O+, et HO-. D'accord? Donc 0,1 millionième de molaire. C'est une valeur insignifiante et c'est ça qui définit donc l'eau. Bien sûr, ici je précise à 20 ou 25 degrés. Pourquoi?
Parce qu'on a dit que la chose qui provoque la rupture des molécules d'eau, c'est entre autres l'agitation thermique. Donc plus c'est chaud, plus il y a des collisions moléculaires et plus il y aura de d'ions. Mais il n'y en a pas non plus une très grande quantité. C'est de l'ordre du très faible. Donc ça fait partie des définitions. Et ensuite, une petite précision, la concentration de l'eau sous forme d'H2O est une constante. On la considère comme une constante. Au cours des approches mathématiques, on considérera souvent que c'est constant, ce qui nous permettra de ne pas en tenir compte. Très bien. Comment on écrit cette notion de très peu ionisé? C'est dans cette écriture, dans la flèche qu'il y a dans une réaction, que vous devez reconnaître la notion de réversible ou pas réversible. Si je devais représenter cette réaction en tenant compte du 1,10-7 molaire d'ionisation, je représenterai la flèche qui va dans ce sens de cette manière, toute petite. Maintenant, techniquement, bien sûr, ce n'est pas comme ça qu'on les écrit. On fait une flèche réversible. On a compris que la réaction peut se faire dans les deux sens. Mais il y a un sens qui est largement favorisé, c'est celui-là. C'est-à-dire, j'exprime qu'il y a très peu de H3O+, et HO-. Donc, si je devais considérer le tube à essai et non pas l'écriture chimique de la réaction, voilà mon tube à essai. Qu'est-ce qu'il faut ajouter d'autre? Qu'est-ce qui manque ici qu'on n'a pas mentionné? Il reste bien sûr énormément d'H2O. Lorsqu'on écrit une réaction réversible, c'est ce que ça signifie. Ça signifie qu'à la fin de la réaction, vous avez ça, vous avez les produits, et qu'il vous reste les réactants initiaux. Dans le tube à essai, il y a ce qui a été formé comme ion et il y a bien sûr l'eau. Et qu'est-ce qui est favorisé? C'est largement la réaction dans le sens de former de l'eau, puisque l'ionisation, elle est très très faible. Voyons maintenant comment l'eau se conduit comme un ampholyte. Un ampholyte, vous avez vu ça en deuxième année en biochimie normalement, c'est une molécule qui peut se comporter à la fois comme un acide et comme une base. L'eau va se conduire comme une base avec les acides, c'est-à-dire que l'eau va capter des protons en présence d'acide, et elle va se comporter comme un acide avec les bases, c'est-à-dire qu'en présence de base, l'eau va céder des protons. Et c'est ce qu'on appelle un composé amphotère ou ampholyte. C'est comme les acides aminés que vous avez assez bien étudiés l'année dernière, c'est des composés amphotères. Selon le pH du milieu dans lequel vous les placez, ils vont soit capter un proton, soit céder un proton, donc ils vont se comporter soit comme un acide, soit comme une base. Comment on peut exprimer ça? On exprime justement la réaction qui se produit entre l'eau et le HCl. Le HCl étant un acide fort que nous redéfinirons, mais que je sais que vous savez. Qu'est-ce que vous remarquez dans la réaction que j'ai écrite ici? Est-ce que j'ai mis la réaction dans les deux sens? Non, car elle ne se déroule pas dans les deux sens. La réaction se fait à 100% dans ce sens, et c'est ce qui définit un acide fort ou une base forte. Il n'y a pas de retour en arrière. Impossible. Donc, pour expliquer la notion de, l'eau qui est un composé amphotère et définir les couples acido-basiques de l'eau, j'utilise un acide fort que j'appelle acide 1
HCl, en présence de H2O qui va être une base, je l'appelle base 2. Pourquoi je l'appelle base 2? Parce que lorsqu'il y aura dissociation, cet acide va me donner sa base conjuguée. Et cette base, quand elle sera dissociée, elle va me donner son acide conjugué. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'on parle de couple acido-basique. Vous ne pouvez pas avoir AH tout seul. Vous avez AH et A-. AH étant la forme acide et A- étant la forme base conjuguée. Donc j'appelle HCl acide 1, H2O base 2. Lorsqu'ils sont en contact, qu'est-ce qui se passe en fin de réaction? On a le Cl- qui est la base conjuguée de HCl, plus H3O+, c'est-à-dire l'eau, a capté le proton. Est-ce que ça correspond? Oui. On a dit que l'eau va se comporter comme une base, elle va capter le proton d'un acide et se transformer en H3O+. D'accord? Donc la réaction est écrite avec des couleurs pour visualiser, etc. Et c'est ainsi qu'on voit la base conjuguée de l'acide fort et l'eau qui s'est transformée en H3O+. Question. Ici, quelle est la concentration en H+? Rappelez-vous, dans l'eau toute seule, on avait 1,10-7 molaires. C'est la quantité de H3O+, qui existe naturellement dans l'eau. L'eau est faite ainsi. Mais ici, qu'est-ce qui apparaît de nouveau? Les nouveaux H+, c'est ceux qui viennent du HCl. Donc, il y aura autant de H+, on ajoutera les H+, qui viennent du HCl. C'est-à-dire la totalité du HCl qui s'est dissocié. On reviendra sur ces notions. Ici, quels sont les deux couples acido-basiques qui apparaissent? Donc, il y a le couple acido-basique de l'eau, acide H3O+, basique, base conjuguée H2O, et bien sûr le couple acido-basique de l'acide et de sa base conjuguée. Voyons maintenant comment l'eau peut se comporter en acide. En présence de la base NH3 et de l'eau, réaction de dissociation ou d'ionisation totale, pas de retour en arrière, jamais. La totalité du... Ah non, ici j'ai choisi une base faible, ce n'est pas grave. Donc la totalité ou pas, ici c'est juste pour les définitions. Donc on obtient le NH3 qui va capter, enlever un proton à l'eau et se transformer en NH4+. C'est-à-dire c'est l'acide conjugué de la base NH3. Et l'eau, qui a perdu un proton, devient une base qui est capable de capter un proton. D'accord? Ce qui permet de définir donc les deux couples acido-basiques dans cette réaction. On a cette fois-ci H2O, HO-, le couple acido-basique de l'eau, et le couple NH4 plus NH3, le couple acido-basique ou de l'ammoniac. Donc en tenant compte de ces deux réactions, on aura donc constaté que l'eau présente deux couples acido-basiques. Le couple acido-basique H3O+, H2O et le couple H2O, HO-. C'est clair? On le retrouve dans les réactions. L'eau peut se comporter comme un acide
avec les bases et comme une base avec les acides. Donc automatiquement, on se retrouve avec deux couples acido-basiques de l'eau qui sont H3O+, H2O et H2O, HO-. Ça, c'est un acide de l'eau. Ça, c'est sa base conjuguée. Ici, la forme acide, c'est H2O et la forme basique, le couple ou la base conjuguée est encore plus basique dans le sens où elle peut capter un proton. C'est une propriété de l'eau. C'est cette propriété qu'on appelle propriété c'est pour ça qu'on dit que l'eau est amphotère. Maintenant, des définitions également que vous connaissez, c'est le produit ionique de l'eau. C'est une espèce de constante qu'on utilise ensuite pour les approches théoriques et pour les calculs. Comment on établit le produit ionique de l'eau, c'est-à-dire cette relation que nous allons tirer, on peut l'apprendre une fois qu'on a compris à peu près. On peut l'apprendre quand on a compris à peu près, mais il faut comprendre d'où elle sort. Cette réaction, ça y est, tout le monde l'a comprise, la connaît, de l'eau en présence d'eau va donner une partie de H3O+, et HO-. Elle va se s'ioniser très légèrement en donnant un peu de H3O+, et un peu de OH-. Quand je dis un peu, vous savez combien? Il y en aura combien? Allez, ça fait 2 ou 3 fois qu'on le dit. Il y aura 10-7 molaires. Et s'il y a 10-7 molaires de H3O+, il y aura combien de HO-? 10-7. Ça vient des mêmes molécules. C'est lorsqu'une molécule d'eau se casse, on obtient, plutôt lorsque juste deux molécules d'eau se cassent, j'obtiendrai un H3O+, et un OH-. Donc c'est la même concentration. Dans l'eau pure, on a 10-7 molaires de H3O+, et 10-7 molaires de HO-. Ici, on définit les constantes de vitesse. C'est de la cinétique, pareil, vous en avez fait. Et qu'est-ce qu'on peut écrire? À l'équilibre, on a la vitesse de dissociation qui est égale à la vitesse d'association. Les vitesses s'écrivent en utilisant les constantes et les concentrations qui sont ici. Donc nous avons B1, on définit B1 comme étant la vitesse de dissociation. Et comment on l'écrit? On l'écrit en tenant compte donc de K1 multiplié par les concentrations de H2O, H2O. Pour la vitesse de réassociation, V-1, ça sera égal à K-1 fois les termes, fois la concentration des réactants dans ce sens. Et là, une fois qu'on a écrit ça, il suffit d'écrire que la constante à l'équilibre est égale à K1 sur K-1. C'est-à-dire, j'écris que ces deux sont égaux, ces deux termes sont égaux, et j'exprime K1 divisé par K-1, et donc, je fais passer l'autre terme en dénominateur. Voilà pourquoi je vous dis, ces choses-là, si vous ne le faites pas par écrit, vous ne retiendrez jamais rien. On le fera en TD, mais malheureusement, même le TD sera fait en distanciel. Donc, lorsqu'on a écrit cette égalité et qu'on a exprimé K1 sur K-1, on obtient la relation K est égal à H3O+ fois HO- divisé par H2O au carré. C'est la constante à l'équilibre de la réaction de l'autoprotolyse de l'eau. Maintenant, nous, le titre, on a dit qu'on s'intéresse aux produits ioniques de l'eau.
Ben, tout simplement, c'est une transformation. Qu'est-ce qu'on sait concernant H2O? On sait qu'on a défini que c'était une constante. Donc, on peut décider dans les calculs de ne pas en tenir compte. Ne pas en tenir compte ne signifie pas qu'il n'existe pas, seulement il est intégré. C'est-à-dire, ils en tiennent compte, ils savent, on sait comment en tenir compte, mais puisque c'est une constante et qui est une constante dans tous les systèmes aqueux, on peut décider de l'intégrer et de ne plus la mentionner. Donc H2O est une constante, donc je peux en quelque sorte ne pas en tenir compte en termes de valeur numérique, et je peux écrire que Ke, le produit ionique de l'eau, s'écrit H3O+ fois HO-, et qui sera bien entendu égal à 1 10 moins 14. Ça, c'est 1 10 moins 7. Multiplié par 1 10 moins 7, ça donne 1 10 moins 14. Vous constatez ici que c'est une concentration en molaire multipliée par une concentration en molaire, mais vous constatez qu'ici, je ne mets pas molaire au carré. C'est une intégration, c'est-à-dire je sais que cet terme est divisé par du molaire au carré. Et c'est pour ça que Ke n'a pas d'unité. Donc ici, on redéfinit les notions d'acide fort et d'acide faible. Oui, J'ai une question. oui. Est-ce que les deux dernières vitesses que vous avez parlé se passent en même temps? Vous parlez de Madame, la réaction. oui, madame, oui, c'est ça. Alors, ce n'est pas un problème de se passer en même temps. C'est selon les concentrations, il y en a une qui est favorisée. Elle se passe en même temps, en quelque sorte. Mais quand on vous dit on atteint un équilibre, une réaction qui atteint l'équilibre, ça veut dire qu'elle ne bouge plus au sens où la vitesse de dissociation est équivalente à celle de réassociation. Ici, ça sera au bénéfice, bien sûr, de cette réaction, c'est-à-dire que si je devais exprimer une réalité quelconque de cette réaction, voilà ce que je ferais. Elle est très peu rapide dans le sens de la dissociation. Par contre, elle, elle a tendance à revenir vite fait à la réassociation. Donc, bien sûr qu'elle se passe en même temps. C'est au fur et à mesure qu'il y a une autoprotolyse de l'eau qu'il y a également une réassociation. D'accord? Et n'oubliez pas, ici, nous sommes en train de parler de l'eau. Jusqu'à maintenant, on ne parle que de l'eau. C'est pour ça que j'ai défini que l'eau est un composé amphotère, c'est-à-dire que l'eau elle-même est un acide ou une base. Avec les deux couples acido-basiques que nous avons vus. Maintenant, nous allons voir comment les, comment dirais-je, comment les acides et les bases se comportent en présence d'eau ou avec l'eau. Donc, on définit d'abord les acides forts et les bases fortes. Un acide fort ou une base forte, ce sont des composés, ce sont des acides ou des bases qui ont une réaction totale avec de l'eau et irréversible. Donc, la différence des réactions, la voilà. Lorsque je parle de HCl, qui est un acide fort, en présence d'eau, il se dissocie totalement en H3O+ et Cl-. C'est-à-dire que cette fois-ci, dans le tube à essai, il ne reste pas du HCl. D'accord? Ici, la réaction est totale, ça veut dire qu'il n'existe plus de HCl, la totalité de l'acide s'est dissociée sous forme de H3O+, Cl-. Donc, l'acide, bien sûr, la forme acide, c'est HCl, et la base conjuguée, c'est Cl-. Donc, maintenant, vous me direz pourquoi il n'y a pas le retour.
Ben justement, parce que la totalité de la force du couple acido-basique est prise par la forme acide. Donc, il se dissocie totalement en donnant une base conjuguée qui ne peut rien faire. J'appelle ça zéro. J'appelle ça la base conjuguée d'un acide fort est impuissante, est indifférente. Elle ne joue aucun rôle avec le pH. L'acide, oui, il va avoir un rôle sur le pH car en se dissociant, il va libérer des H3O+, mais le Cl- n'a aucun effet. Qu'il y ait du Cl- ou pas dans une solution ne changera pas le pH. C'est une base conjuguée indifférente. Une base est forte de la même manière en se dissociant totalement sans retour possible. De la même manière, ici nous avons la base et ici on a son acide conjugué. Automatiquement, c'est une dissociation totale avec libération de OH- et d'un acide conjugué qui est comment? Puisqu'il n'y a pas de retour en arrière, on dira que cet acide conjugué d'une base forte est un acide conjugué indifférent. C'est-à-dire qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas ne change rien. Très bien, donc codification. Une flèche seule indique une réaction totale, c'est-à-dire que le composé qui a été mis en solution n'existe plus en fin de réaction. Il ne reste pas ici de NaOH. Ici, il n'y a plus de HCl. Ici, il n'existe plus de NaOH. La totalité a été dissoute. Donc, je résume, la dissociation est totale et irréversible, ce qui permet d'écrire que la concentration en acide est égale à la concentration qu'il y aura en H+. Si j'en ai mis 10, si j'ai mis 10 HCl, j'aurai 10 H+. Donc, c'est la totalité qui se retrouve sous forme de H+. HCl est un acide fort, la base conjuguée Cl- ne captera jamais de protons, et c'est ce qui permet de dire que la base conjuguée d'un acide fort est une base indifférente à l'eau. Vous pouvez dire indifférente, vous pouvez dire nulle, vous pouvez dire ne fait rien. L'essentiel, c'est que ce Cl- ne joue aucun rôle dans l'eau. De la même manière, pour les bases fortes, totalement protonées, l'acide conjugué d'une base forte ne réagit pas avec l'eau. Oups. Bon, il y a eu une coupure, enfin c'est carrément PowerPoint qui s'est fermé, donc je pense que c'est un signe. J'aurais voulu, mais c'est pas grave, on a terminé au moins les acides forts et on fera la suite la prochaine fois.
D'accord? Voilà, on a défini les acides forts et les bases fortes. Et il nous reste à voir, on peut le lancer parce que vraiment, mais on le reprendra, puisqu'on a défini ce qu'est un acide fort, qui est un composé qui se dissocie totalement. Un acide est dit faible si sa réaction avec l'eau est partielle. Qu'est-ce que ça veut dire partielle? Ça veut dire qu'il y a une partie qui est dissociée, AH se transforme en A- plus H3O+, mais le produit, la base faible conjuguée, A- est la base faible conjuguée de AH, aura tendance à se réassocier. Donc, dans ce cas-là, dans le tube à essai, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit ici, il n'existe plus de HCl. Dans le cas d'un acide faible, il existe à la fin de la réaction l'acide sous forme non dissociée. Dans le tube à essai, à la fin, il y a A-, H3O+, et il reste du AH. Donc, la réaction est une réaction d'exemple, et de la même manière, on a parlé des acides conjugués ou des bases conjuguées des acides forts et bases fortes. Grand changement. La base conjuguée d'un acide faible, la voilà la base conjuguée d'un acide faible, ou HCO-, n'est pas indifférent à l'eau. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit on peut ne pas en tenir compte. Ici, non. La base conjuguée d'un acide faible est une base faible. C'est pour ça qu'elle est capable de recapter un proton pour redonner l'acide faible. Et de la même manière, pour une base, c'est le même comportement. Une base faible va se protoner en acide faible conjugué qui est capable de recéder un proton. Et à la fin de la réaction, qu'est-ce qu'il me reste bien sûr? Il existe encore la forme base. Ici, c'est la base NH3 qui se transforme en NH4+, mais ce n'est pas le 100%. Il reste à l'intérieur du tube du NH3. L'acide conjugué d'une base faible est un acide faible, d'accord? Et on dit même qu'il est plus fort que la base initiale. Ça, on l'expliquera plus tard. Plus la base est faible, plus son acide conjugué est fort. Il faudra comprendre qu'un couple acido-basique AH et A-, en fait, c'est simple. Ils se partagent un 100% de force qui est égal à 14. C'est-à-dire que si AH c'est 8, A- sera 6. Si AH est égal à 2, si sa force est de 2, son pKa, eh ben le A- sera de 12. Donc on va retenir et on va le retrouver dans des calculs. La force d'un acide, d'un couple acido-basique, est définie par la relation pKa plus pKb égale 14 et on verra bien sûr d'où viennent ces termes. Voilà, je vous remercie pour votre attention et Madame, oui, attendez, j'arrête l'enregistreur.